Oui, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce programme de Canal Congo Télévision, École du Changement. Et bientôt là, c'est les élections combinées des gouverneurs, vice-gouverneurs des provinces et des sénateurs par les grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Et nous avons le réel plaisir, l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Emmanuel Malango. Il est candidat sénateur pour la ville province de Kinshasa. Il est au numéro 100. Bienvenue sur ce plateau, Emmanuel Malango. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous remercie. Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Je vous remercie de m'avoir invité ce dimanche sur votre plateau pour passer des messages très importants par rapport aux élections sénatoriales et ceux du gouverneur qui vont bientôt avoir lieu le 29 avril prochain. Raison pour laquelle je profitais sincèrement de passer sur votre plateau ce dimanche pour passer un message important à l'endroit des députés provinciaux qui sont nos grands électeurs. Voilà, vous allez faire passer votre message. Avant cela, dites-nous un peu comment se passent les préparatifs de ces élections-là. Vous avez été validé par la CENI, je crois, il n'y a plus de problème. Vous êtes donc confirmé candidat. Et comment se passe? Est-ce que vous avez déjà démarré les pré-contacts avec les grands électeurs? Bien sûr, nous avons été validés par la CENI. La CENI nous a octroyé les numéros 100. Et avant même que les numéros nous soient octroyés, nous avons commencé des contacts et des discussions avec les députés provinciaux, des tendances confondues. Mais la plus grande difficulté que nous rencontrons sur le terrain, c'est de voir et de constater que les députés provinciaux ne sont pas libres de faire leur choix. Ou soit ils sont inféodés, soit ils sont clochardisés et ils sont instrumentalisés par les chefs des regroupements et des partis politiques. Alors, cette façon de faire ne nous enchante pas. Moi, en tant que candidat indépendant, je me vois dans l'obligation de pouvoir demander aux chefs et aux leaders des partis politiques de laisser les députés libres faire leur choix, parce que ce que nous voulons ici, c'est que nous voulons avoir un Sénat des gens responsables, nous voulons avoir un gouvernorat composé des gens qui ont l'amour et l'amabilité de servir la population congolaise. Et la plus grande inquiétude que nous avons, c'est de constater que ces députés provinciaux, jusque-là, ils sont instrumentalisés par les chefs des regroupements politiques à cause des mots d'ordre et disons, toutes sortes d'influences et des recommandations qui sont données à ces députés pour pouvoir voter les candidats qu'ils veulent à ce qu'ils soient au Sénat et les candidats qui veulent qu'ils soient gouverneurs. Ça ne se passe pas comme ça. Partout dans le monde, les élections s'organisent et les élections se gagnent sur base d'un projet de société. Lorsque vous n'avez pas un projet de société qui convainc les grands électeurs, je pense que vous n'avez pas la chance d'être élu. Mais ici, chez nous, nous constatons cette instrumentalisation de cet électorat et ça ne nous enchante pas du tout. Nous pensons qu'il faut normalement que les choses se passent convenablement parce que ce que nous voulons, c'est que les députés provinciaux fassent leur choix librement, qu'ils ne soient pas instrumentalisés par qui que ce soit, parce que c'est question ici d'élire les membres du Sénat. Vous savez que le Sénat, c'est une chambre composée des sages. Et ici, il ne peut pas y avoir des tendances ou des colorations politiques. C'est quelque chose qui ne nous enchante pas du tout, parce que moi, je le constate qu'ici, lorsqu'on parle de l'élection sénatoriale, on voit soit c'est des gens qui reçoivent des billets verts, soit c'est des gens qui reçoivent les mots d'ordre venant de leur parti politique. Et ça ne se passe pas comme ça. Je pense qu'il faut le plus vite possible que les choses soient corrigées pour que nous puissions avoir des élections sénatoriales libres, transparentes et crédibles, afin que nous soyons à mesure d'avoir un Sénat qui est composé des sages et des gens qui sont capables de servir la République. Bon, monsieur Emmanuel Malango, en fait, la différence entre l'élection directe entre les candidats et la population et l'élection indirecte entre les candidats sénateurs ou gouverneurs et les électeurs qui sont les grands électeurs députés provinciaux, c'est que
ces électeurs appartiennent à des formations politiques, à des regroupements politiques. Donc, ils font souvent leur choix en fonction aussi de leur appartenance politique. Ce n'est pas normal, par exemple, que quand on est candidat électeur d'un parti X, et qu'on vote aussi les candidats du même parti que vous. C'est pas normal. Je vous assure que pas nécessairement. Les choses, excusez-moi, ne doivent pas se passer de cette façon-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de l'élection sénatoriale, ce sont des élections à suffrage indirect. Et ici, moi je pense que lorsque les partis politiques recommandent les candidats, nous avons par exemple ici le cas de l'UDPS. L'UDPS qui a 14 députés provinciaux, mais qui a aligné à son sein 8 candidats sénateurs. Nous avons le cas de ACP. ACP qui appartient à M. Ngobila, qui a au sein de l'Assemblée provinciale 9 députés provinciaux, mais qui a aligné 2 candidats. Mais vous voyez, par exemple, lorsque nous parlons de l'IDPS, qui a aligné à son sein 8 candidats, mais s'il faut faire les calculs, vous verrez que ces candidats, ils sont mal partis en désordre. Et pourquoi vous allez préférer donner ces mots d'ordre aux députés provinciaux que vous devez nécessairement voter les gens qui sont de votre parti politique, sont de votre obédience politique? Non, les choses ne doivent pas se passer de cette façon-là. Pour une simple raison que même si les partis politiques vous recommandent quelqu'un qui n'a pas une bonne moralité, vous allez voter pour cette personne parce que les partis vous l'ont recommandé. Ce n'est pas de cette façon-là. Et qui est, par exemple, parce qu'ici il faut beaucoup parler du cas de l'IDPS, parce qu'il y a les partis au pouvoir, qui est de l'IDPS et qui ne l'est pas? Moi, par exemple, qui vous parle ici, mon père a combattu au sein de l'IDPS depuis 1985. Et ici, moi, j'appartiens effectivement à l'IDPS. Ce n'est pas parce que je suis parti... Pas officiellement. Pas officiellement. Qu'est-ce qui veut dire? Parce que l'IDPS, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Il y a des gens qui sont de l'IDPS, mais qui ne se pointent pas là-bas à l'imiter. Ce n'est pas le fait d'aller rester à la longueur de la journée vers 10e mairie que ça fait de vous quelqu'un de l'IDPS. Tu peux être de l'IDPS, mais tu ne partagent pas la même conviction, la même idée avec ceux qui sont à l'imiter. C'est là. Tous les combattants et même les cadres de l'UDPS ne passent pas leur temps à la 10e rue de Mété. Ils ont leurs occupations, ils ont leur bureau. Mais je vais vous dire que l'UDPS que nous connaissons, ce n'est pas cette UDPS-là que nous voyons aujourd'hui à la 10e mairie. Ça, c'est une UDPS plongée dans la barbarie parce que l'UDPS que nous avons connue à l'époque d'Isaïr, une IDPS composée des gens, des sages, des gens qui avaient quand même des cadres politiques, qui avaient quand même quelque chose de plus à porter. Mais ici, effectivement, c'est pour vous dire qu'ici, nous avons une classe des gens aujourd'hui qui sont... C'est parti d'abord, parce qu'il faut qu'on en parle bien. L'IDPS a été créée en 1982 par les 13 parlementaires. Mais vous savez, au début de ces partis, c'était un parti qui était composé des gens quand même qui réfléchissaient. Mais quand nous voyons aujourd'hui l'IDPS qui est parti au pouvoir, mais ce que nous voyons sur le terrain, c'est que les membres ou même les cadres de l'IDPS... C'est un parti de masse, mais la plupart des cas, nous constatons que les gens qui sont alignés sur la liste de l'IDPS, voire même ceux qui sont alignés comme candidats, au niveau sénatorial, la plupart d'entre eux ne sont pas connus par ces grands électeurs. À part Kabouya lui-même qui est parti candidat sénateur, et Jekoko Moulumba, vous allez me citer qui autre est connu au sein du parti. C'est des gens qui ont été mis sur la liste tout simplement parce qu'ils ont été recommandés par X ou Y. Donc cette façon de faire les choses, nous n'apprécions pas cela. Bon, apparemment, qui est du pouvoir les candidats, et qui ne l'est pas. Apparemment, les candidats, Emmanuel Malangou est frustré. Vous avez quoi? Vous avez rencontré un mur en face de vous dans vos contacts avec des contacts préliminaires avec les grands électeurs ou comment? Non, je ne suis pas du tout amer. Je ne suis pas du tout frustré, mais je suis du tout choqué par ce que nous voyons sur terrain. Et ce qui veut dire que ces députés provinciaux, la plupart, sont allés là-bas, parce que les députés provinciaux, vous savez, aujourd'hui, je vous informe, messieurs les journalistes, qu'aujourd'hui, les députés provinciaux subissent une menace. Comme quoi,
si vous ne votez pas X ou Y, monsieur, vous allez perdre votre mandat. Non, c'est pas comme ça. Il faut laisser. Comment on saura que tel député provincial n'a pas voté pour les candidats de son parti? Il faut laisser les députés provinciaux libres de faire leur choix. Il s'agit ici de voter un Sénat, de voter ici les membres d'un Sénat responsable et de voter pour des candidats gouverneurs qui peuvent venir aujourd'hui apporter quelque chose de plus pour changer les conditions de vie, de vivre de cette population. Et ici, nous ne pouvons pas avoir des candidats sénateurs ou des candidats gouverneurs qui sont recommandés. Donc, il n'y a pas un candidat sénateur qui a été recommandé par le président de la République ou parce que l'UDPS a dit. La grande question que je me pose, qui est de l'UDPS et qui ne l'est pas? L'UDPS est un état d'esprit. Nous tous, nous faisons partie de l'UDPS. Nous tous, nous appuyons le président de la République. Ce n'est pas parce que vous avez souhaité mettre les noms de X ou Y parce qu'il appartient à votre famille, parce que c'est quelqu'un qui vous a été recommandé par tel ou tel, que cette personne doit nécessairement gagner ces élections. Et vous donnez des injonctions aux députés que si vous ne votez pas à telle personne, vous allez perdre votre mandat. Je pense que ça, c'est une aberration et ça entrave même notre démocratie. Nous n'allons pas accepter des histoires comme ça qui se passent dans ces pays parce que nous nous sommes battus, nous tous, pour la démocratie. Et nous voudrions effectivement que les élections se passent normalement. L'UDPS, et aujourd'hui le pouvoir que nous avons, c'est un pouvoir qui a été conçu sur les sangs. La plupart sont tombés sur les bas depuis 1985 que l'UDPS a été créé. Le régime de Mobutu a torturé, beaucoup sont morts pour cela. Sous le régime Kabila, nombreux sont morts également. Et je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir que nous avons, c'est un pouvoir qui est assis sur les sangs. Il faut respecter les sangs de tous ces martyrs qui sont tombés. Il n'est pas question aujourd'hui de voir un certain secrétaire général de l'IDPS qui n'a jamais été connu dans l'histoire même de l'IDPS, qui surgit aujourd'hui pour dire que voilà, nous allons donner des injonctions pour respecter. Le secrétaire général de l'IDPS n'est pas avec nous ici ou son représentant pour pouvoir... Je parle de lui comme candidat concurrent, parce qu'il est candidat. Il est candidat sénateur. Mais il n'est pas le seul candidat. Il n'est pas le seul candidat. Vous êtes numéro 100, c'est-à-dire... derrière vous, il y a 99 candidats. Dites-nous un peu pourquoi est-ce que vous voulez devenir sénateur et quelle va être votre contribution, parce que les élections n'ont pas encore eu lieu. Personne n'a gagné, personne n'a perdu, M. Emmanuel Malango. Bien sûr, je vais devenir sénateur parce que j'ai envie de servir la République. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, nous n'allons pas avoir toujours les mêmes figures. Nous n'allons pas avoir les mêmes personnes qui reviennent aux affaires des responsabilités de l'État. Il faut renouveler, il faut régénérer cette classe politique. Et une manière de renouveler cette classe politique, c'est de pouvoir aller aux élections et gagner ces élections d'une manière transparente. Mais lorsqu'il y a des influences qui se passent au sein des regroupements politiques, qui sont en train aujourd'hui de forcer les députés, comme quoi, si vous n'allez pas voter tel ou tel, vous allez perdre les mandats, ça ne doit pas se passer comme ça. Moi, je pense qu'il faut laisser le libre choix aux députés provinciaux, qu'ils écoutent chaque candidat. Et je pense qu'en écoutant chaque candidat, les députés pourront faire son choix. Dites-moi, où est-ce que les sénateurs sont en train de faire campagne? Parce que nous avons... Mais la campagne n'a pas encore commencé. La campagne n'a pas encore commencé, mais nous n'avons que 3 jours pour faire campagne. Et vous pensez que dans 3 jours, on ne nous a même pas donné la facilité de pouvoir d'exposer notre projet de société pour que chaque candidat sénateur soit entendu par les députés provinciaux. Je pense qu'avec les gouverneurs, ça va se passer comme ça. Mais nous, les candidats sénateurs, où est-ce que nous faisons notre campagne? Comment est-ce que nous allons rencontrer les députés si le bureau de l'Assemblée provinciale n'a pas permis de donner la facilité aux candidats sénateurs de rencontrer les députés provinciaux pour qu'ils puissent exposer leur projet de société? Ici, je pense que c'est une situation qui est vraiment aberrante. Et il faut revenir sur les normes démocratiques. La meilleure façon de venir dans les normes démocratiques, c'est de se dire qu'il faut laisser le libre choix aux députés provinciaux de choisir les candidats sénateurs qui inspirent et qu'ils veulent pour qu'ils puissent aller représenter le peuple au Sénat. Mais pensez qu'il y a des regroupements aujourd'hui ou des partis politiques qui donnent des billets verts aux députés provinciaux pour qu'ils puissent voter, ça ne doit pas se passer de cette manière-là. De préparer déjà des enveloppes pour les grands électeurs. Il n'y a pas que les partis politiques. Bien sûr, nous avons entendu... Même les candidats indépendants aussi.
Nous avons entendu la dame, la ministre des Gardes des Sceaux, qui parle de justice, bien sûr, qui parle des sanctions qui pouvaient venir si on attrapait un candidat sénateur ou un candidat gouverneur qui donnait la corruption aux députés provinciaux. Mais ça, c'est quelque chose qui se passe chaque jour. Il ne faut pas dire que ça ne se passe pas, ça se passe au vu et au su de tous. Tu vois, elle-même qui parle aujourd'hui des candidats qui devaient subir des sanctions, mais elle est partant, elle-même candidate sénatrice. Et elle-même, elle est plongée dans ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je pense que des accusations sans preuve. Ce ne sont pas des accusations qui sont non fondées. J'ai dit, Madame la ministre, elle a parlé des sanctions qui devaient venir. Mais ici, nous constatons qu'il n'y a pas de sanctions. Il faut qu'on les dise tout haut. Non, mais comment on va sanctionner la meilleure façon de faire... sanctionner sans les preuves, parce que jusqu'à maintenant, l'élection n'a pas encore eu lieu. On n'a pas encore attrapé un député provincial en train d'être corrompu. Les élections, nous sommes à la dernière semaine. Nous sommes à la dernière semaine de ces élections. Les élections vont se passer, je pense, la semaine prochaine. Le lundi de la semaine prochaine. Mais j'aimerais vous dire une chose. La seule manière que je peux demander aujourd'hui à la République tout entière, ou soit à la CENI, qui est le pouvoir organisateur de ces élections, c'est de pouvoir nous aider, nous les candidats sénateurs, à nous faciliter ces tâches, de pouvoir rencontrer les députés provinciaux et d'exposer notre projet de société. Parce qu'ici, c'est quelque chose qui se passe des contacts de manière informelle. Et moi, je n'apprécie pas cette manière de faire les choses. S'il y a les billets verts qui circulent, ça, franchement, ça c'est de la corruption qui se passe en plein air. Et je souhaiterais que nous ayons, bien sûr, parce que Madame la ministre a parlé des sanctions qui devaient suivre tout celui qui serait impliqué dans ce genre de comportement, mais il faut qu'on voit justement qu'on a sanctionné tel ou tel. Il faut commencer d'abord par découvrir ces actes de corruption. Effectivement, ça existe, mais elle-même, elle est plongée dans ça, je vous dis. Je ne peux pas ici dénoncer de cette manière-là, parce que moi j'ai dit, elle-même, elle est plongée dans ces actes-là, parce qu'elle est elle-même aussi candidate. Non, le fait d'être candidate ne veut pas dire qu'on est plongé dans ça. Vous, si vous êtes candidat, c'est qu'on peut dire aussi que vous êtes plongé dans ça. Non, je vous parle en raison des causes. Moi, je suis un responsable, j'enseigne à l'université. Mais il faut je ne suis pas quelqu'un ici qui vient raconter du n'importe quoi ici. Je vous dis sincèrement que, effectivement, il faut que nous ayons la bonne moralité. Il faut que nous ayons des élections libres, transparentes et crédibles. La manière dont les choses sont en train de se dérouler, moi, ça ne m'enchante pas. Vous voyez, nous souhaiterons à ce que la dernière émission que nous avons tournée avec vous, je vous ai demandé, il faut à ce que les chefs de l'État s'impliquent pour que les élections soient transparentes et crédibles. Mais nous sommes à quelques semaines. Nous constatons qu'il y a des recommandations, il y a des mots d'ordre des partis politiques. Et moi, ça ne m'enchante pas. Je souhaiterais à ce que les débats soient ouverts, que chaque candidat expose ce qu'il a au niveau des députés provinciaux, pour que les députés provinciaux eux-mêmes fassent pendant la campagne, non? Mais vous allez me dire que lorsque les candidats, ou soit lorsque le grand électeur qui est les députés provinciaux, les reçoit les ordres, même si on a aligné 6 candidats au niveau du parti, qu'il faut choisir ces derniers, même s'ils n'ont rien, même s'ils n'ont pas la bonne moralité, qu'ils soient borgnes ou pas, il faut voter pour celui-là. Non, ça c'est la dictature au sein du parti politique. Mais est-ce que, Emmanuel Malango, la difficulté aussi, c'est pas le fait, par exemple, que on a une centaine de candidats et les électeurs sont peut-être 50% du nombre de candidats. C'est pas ça aussi la difficulté. Mais la difficulté, c'est que ça revient à la CENU, parce qu'ils ont facilité à ce que tout le monde soit partant, candidat, et la caution même à payer pour les sénateurs, la fois passée, c'était quand même, la somme était exorbitante, mais cette fois-ci, on a baissé la somme, ce qui a fait qu'on a un nombre exagéré aujourd'hui des candidats sénateurs. Au niveau du gouvernorat, on a mis 10 000 $, vous avez vu, il n'y a pas eu beaucoup de candidats, mais au niveau sénatorial, on a eu un nombre dépassé des sénateurs. Moi je comprends que, parce que la caution a été quand même un peu discutée, et ce qui a fait que tout le monde puisse se pointer dans ces élections-là, mais il y a des candidatures, excusez-moi les termes, bidons, qui ne représentent rien, mais les candidatures, je pense, qui sont nécessaires, qui méritent de pouvoir aller représenter la population au niveau du Sénat, je pense que ces candidatures-là, il faut effectivement que les députés comprennent que nous avons ici
à accompagner les présidents de la République, parce que nous tous, nous faisons partie de la majorité parlementaire. Il ne faut pas exclure les autres parce qu'il y a eu des recommandations, des mots d'ordre au niveau des partis politiques. Cette manière de faire les choses, ça n'enchantera personne, parce que nous tous, nous accompagnons les présidents de la République. Nous tous, nous sommes ceux-là qui veulent à ce que la vision du chef de l'État puisse se concrétiser. Mais comment cette vision doit se réaliser si, déjà dès le départ, il y a une discrimination qui est en train de se sentir au niveau de ces élections. Il faut que chacun comprenne que nous y allons, nous tous, mais il faut que les meilleurs gagnent. Nous ne voulons pas de recommandations. Emmanuel Malango, candidat sénateur au numéro 100 pour la ville de Kinshasa, mais ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve devant un tel cas de figure. Vous vous rappelez, en 2006 et 2007, par exemple, on a connu la même chose ici à Kinshasa, par exemple. Le MLC était majoritaire, mais n'a pas pu en tout cas faire élire son candidat, gouverneur Adam Bombolé. Et pas plus tard qu'en 2019, lors de l'élection des sénateurs ici, l'UDPS avait un grand nombre de députés provinciaux ici, mais l'UDPS n'a pas pu faire élire ne fils qu'un sénateur. Si ça se passe comme ça... Pourquoi est-ce que vous vous dérangez? Peut-être que le mot d'ordre ne va pas fonctionner. Oui, c'est ce que et que comme hier, comme aujourd'hui, ça se passera la même chose. Non, mais il faut que ça se passe comme ça. Si ça se passe de cette manière-là, franchement, que Dieu soit loué. Mais si les choses ne se passent pas de cette manière-là, je vous dis, mon cher ami, que nous serons là pour dénoncer et nous serons là pour crier haut et fort, et nous saisirons toutes les instances judiciaires pour que ces élections-là soient annulées le plus vite possible. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas toujours copier des mauvais exemples. Ce qui s'est passé dans des années passées ne doit plus se reproduire. Ici, les chefs d'État parlent de l'état de droit, ils parlent de la démocratie. Mais nous devons sentir cette démocratie, nous devons palper cette démocratie. Si nous ne sentons pas la démocratie au fait dont on nous a chanté à la longueur de la journée, nous n'allons pas nous laisser faire devant des propos de démagogie politique. Nous voulons effectivement que la démocratie dont on a parlé, l'état de droit dont on a chanté tout le temps, nous voulons que cela puisse se voir. Mais si aujourd'hui nous voyons qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas, il y a certaines choses qui entravent même les principes de la démocratie, il y a certaines choses aujourd'hui qui montrent que nous ne sommes pas dans un état de droit, nous sommes dans un état effectivement qui semble un tout petit peu totalitaire. Mais c'est l'histoire des choses, je pense qu'il faut les dénoncer parce que le pays ne doit pas avancer de cette manière. L'état de droit se construit petit à petit, ça ne se décrète pas et ça ne tombe pas du ciel comme une manne. L'état de droit et la démocratie ne se construit pas si les mêmes figures, si les mêmes visages qui ont plongé ces pays dans les chaos, qui ont pillé et qui ont volé l'argent de ces pays, qui ont été envoyés même en prison, condamnés, et vous voyez ces mêmes personnes qui vous reviennent, qui occupent encore des postes de responsabilité, je pense que les choses ne doivent pas se passer comme ça, et il faut corriger ces erreurs-là le plus vite possible. Quand quelqu'un a été condamné, jugé, acquitté après, bon, en tout cas, il n'y a plus de récrimination contre cette personne, la chose la plus alarmante que nous constatons, c'est que nous voyons des mêmes figures. Et aujourd'hui, vous allez au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un débat qui se passe pour élire les bureaux définitifs. Et vous voyez les trois figures qu'on présente, ce sont des gens qui ont géré déjà dans le passé. Pourquoi seulement eux? Pourquoi seulement les mêmes personnes? Donc à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'autres députés plus intelligents que Kamere, que Mosso, que Kibati Lukwebo. Il faut toujours les mêmes figures. Je pense que ces pays ne doivent pas être gérés par des individus qui pensent prendre notre peuple en otage. Les choses ne se passeront pas de cette manière-là. Personne n'empêche quelqu'un de votre génération de pouvoir se frotter à ces vieux-là pour les évincer. Et comment ils vont le pouvoir ne se donne comment pas, ils vont se frotter. Le pouvoir ne va pas être donné aux jeunes comme un cadeau sur un plateau d'argent. Non. Comment ils vont se frotter avec ces gens-là? Parce que lorsqu'ils sont dans des coulisses, dans des combines politiques, on éloigne, on étouffe cette jeunesse-là. Non, ici, moi, je ne parle pas de la jeunesse. Ici, je parle du changement. Je parle tout simplement du renouvellement de la classe politique. Pourquoi les mêmes figures? Pourquoi les mêmes personnes? C'est comme si c'est eux qui sont les propriétaires et ce sont eux qui ont fait des bonnes universités et les autres Congolais ne sont pas intelligents pour gérer
la République. Non, il faut changer cette manière de voir les choses. Vous voyez à l'Assemblée nationale, vous voyez à l'Assemblée provinciale, c'est des gens, il est en même temps député national, il est en même temps député provincial, il est candidat sénateur, il est candidat gouverneur. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut gérer la République. Mais comment je pense que l'état de droit, comment faire changer les choses, ce que vous dénoncez là, quelqu'un qui se retrouve partout, qui a des suppléants, le membre de sa famille, les enfants, comment faire changer? Mais ce sont des vieilles habitudes qu'il faut condamner, et sont des vieilles habitudes. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des lois qui vont contraindre ces gens à ne pas tomber dans ce genre de pratiques. Parce que ce sont des mêmes personnes. Vous voyez, je vous cite ici, sans aller loin avec vous, je vous cite les cas par exemple du président Modeste Batilkwebo, et qui est lui-même candidat sénateur, il est aujourd'hui député national, et il est aujourd'hui, parce que le Sénat n'a pas été jusque-là, on n'a pas un nouveau Sénat, il est le président du Sénat jusque-là, jusqu'en nouvel ordre, et aujourd'hui, au sein de son parti politique, lui-même aligne ses deux filles. Vous comprenez? C'est comme si, au sein de son parti politique, il n'y a pas d'autres candidats qui sont plus intéressants. Il faut qu'il prenne ses filles, il faut qu'il puisse les aligner comme des candidats sénatrices. Les choses ne doivent pas se passer comme ça. Moi, je pense que ces gens essayent de prendre notre peuple en otage, essayent de prendre notre jeunesse en otage. Nous n'allons pas nous laisser faire, nous allons nous battre jusqu'au bout pour que ces vieilles habitudes changent. Parce que si ça ne change pas, nous dirons que l'état de droit, la démocratie, bien sûr, on parle de la démocratie, mais c'est quoi la démocratie? Lorsqu'on parle de la démocratie, bien sûr, il faut respectez même les principes de la démocratie. Lorsque vous parlez de la démocratie, mais vous ne respectez pas les principes qui jouent la démocratie, là, ce n'est pas la démocratie. Ou soit on est dans la dictature, ou soit on est dans une autre forme de la démocratie qui ne reflète pas la vraie démocratie, dont tout le monde pense que, arrivant au pouvoir, nous avons cru peut-être effectivement que les choses pourront changer, mais nous croyons aujourd'hui que les systèmes politiques dont le chef d'État a parlé, du changement, du déboulonnement du système politique, cela n'a jamais changé parce qu'on est dans les mêmes systèmes. Nous voyons des mêmes figures, nous voyons des mêmes personnes qui ont fait du mal à notre peuple dans les passés et aujourd'hui qui sont revenus aux affaires. On est tout au début de son deuxième mandat. Le président a dit qu'il ne va plus en tout cas répéter les erreurs du passé. Il faut le croire sur parole et regarder et voir ce qui pourra changer. On ne change pas par un coup de baguette magique. Ça, c'est vrai. Voilà. Emmanuel Malangou, le président, j'aimerais vous dire une chose, s'il vous plaît. Oui. Le président de la République, c'est un monsieur, franchement, je crois dans ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui a une bonne vision pour ce pays. Mais ici, je pense que lorsqu'il faut parler en termes de certaines choses qui se sont déraillées pendant les mandats passés, et ces choses-là devaient se corriger le plus vite possible. Mais ici, je vois des mêmes personnes qui ont fait que les mandats passés puissent être un mandat disons, qui a boité, et je vois les mêmes personnes qui n'ont pas facilité à réaliser son projet de société pendant les quinquennats passés, et je vois ces mêmes personnes revenir avec lui. Parce que nous parlons on a vu à la primature, nous parlons ici. On a vu à la primature, il y a quand même une nouvelle figure, non? Une nouvelle figure, mais c'est du n'importe quoi. Et à l'Assemblée nationale, cette femme a été ministre au plan. Rien ne s'est passé là-bas. Écoutez, je pense que ça, c'est un sujet qu'il faut revenir. Ces pays ici... Il ne faut pas tirer sur effectivement, la première femme première ministre. Et les premières ministres, mais je vous promets ici que pendant 5 ans, cette femme qui est nommée première ministre ne pourra pas répondre aux grands besoins du peuple congolais. Vous êtes un prophète des malheurs, Emmanuel Malangou. Je ne prophétise pas les malheurs pour les pays, mais je vous dis qu'il fallait bien avoir, il fallait bien raisonner sur cette question du Premier ministre, parce que la femme, bien sûr, elle était au niveau du plan. Elle a été ministre au plan. Rien ne s'est passé. Et qu'est-ce qu'elle va faire en étant Premier ministre? Et déjà derrière elle, nous voyons Kabouya. Kabouya qui reflète la médiocrité. Nous voyons d'autres personnes aujourd'hui qui sont derrière ces dames, c'est que ça montre que Emmanuel Malangou, il faut partant de là, rien ne va se faire. Il faut retirer, nous respectons bien sûr ces mots-là. les choix du président de la République, mais moi, Emmanuel Malangou, je pense que madame, la première ministre, ne pourra rien faire parce que nous avons vu toute la scène qui s'est passée. Une fois élue première ministre, elle a été accompagnée directement
au niveau de l'IMT pour aller voir, disons, M. Kabouya, ça ne nous enchante pas. Mais Kabouya était le formateur. Bon, le formateur, il n'était pas du tout normal que la première ministre soit amenée jusqu'au niveau de l'IMT pour aller remercier les combattants. Je pense que c'est incompatible avec la démocratie. Ce n'est pas des choses comme ça qui doivent être acceptées dans une république comme voilà, c'est petit à petit que les choses pourront changer. Donc c'est un combat de longue haleine. Et je crois que si jamais Dieu permet à ce que vous deveniez sénateur, vous allez sûrement initier des lois pour pouvoir quand même changer les règles du jeu. Sénateur, je dois les devenir dans quelques jours. J'ai cette conviction. Je vais au Sénat, pas pour permettre de n'importe quoi, pas pour permettre des bêtises à ce que ça passe. Lorsqu'il y a des erreurs, il faut les corriger. Merci. Bien sûr, le président de la République a des idées, le président de la République a un projet de société, mais il faut qu'il y ait des gens nécessairement qui doivent lui regarder droit dans les yeux et lui dire, écoutez, ici ça va aller, de l'autre côté ça ne pourra pas aller. Merci. Et je pense que c'est ce genre de personnes qui manquent à l'entourage du président de la République. Et moi, je me vois capable de fixer le président de la République dans les yeux et lui dire, écoutez, ici ça a marché, ici ça ne va pas marcher, et lui dire la vérité là où ça ne marche pas. Parce que nous sommes au niveau du bas peuple et nous voyons comment notre peuple croupit dans la misère. Tout ça, ce sont des réalités qui sont cachées au président de la République. Mais il faut qu'il y ait des gens, des conseillers qui sont à mesure de lui dire que, écoutez, la population souffre. Nous avons une population qui galère aujourd'hui. Mais nous avons aujourd'hui un gouvernement. Pourquoi ce gouvernement ne vient pas au secours de cette population pour répondre aux plus grands besoins de la population? C'est ce qui manque effectivement. Merci beaucoup Emmanuel Malango, candidat sénateur pour la ville de Kinshasa numéro 100. Bon vent à vous. Je vous remercie. Et il ne faut pas échouer avant la compétition. Nous n'échouerons pas. Et voilà. Je vous promets que vous me recevrez la fois prochaine avec la casquette du sénateur. Ok. Que Dieu vous entende. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous pris prochainement pour votre émission École du Changement. Bye. Merci.